Je pense que vous aussi, vous êtes prêts donc à découvrir cette démonstration. Je rappelle que nous allons assister donc à la démonstration d'une sortie de victimes au moyen de plusieurs techniques de désincarcération. Allez, c'est parti, jingle. Merci d'être avec nous. En tout cas, on va encore découvrir un temps fort, un grand moment de votre salon Secours Expo, une démonstration sur la place centrale. Merci d'être présent, donc d'assister justement à ce nouveau moment, ce nouvel instant. Alors, nous sommes accompagnés, vous allez voir, il y a plein d'intervenants et on va avoir vraiment des moments assez incroyables au niveau finalement de cet instant. Alors, nous avons une voiture. C'est pas n'importe laquelle, c'est le dernier modèle Espace qui a été un petit peu mouvementé durant ces derniers jours. Claire Petit-Boulanger, donc, fait partie de la maison Renault. Oui. Et c'est votre voiture, enfin en quelque sorte. C'était. C'était votre voiture, voilà. Fait partie de chez vous. En fait, c'est un espace qui a subi un crash test. Alors ça se voit plus parce que c'était sur la partie gauche, qu'il y avait les portières qui avaient été bien enfoncées, mais ça on l'a vu hier. Et donc du coup, aujourd'hui, on l'a tourné. Donc vous voyez une partie qui est plus intacte. Mais notre boulot chez Renault, c'est de se dire que on peut contribuer en tant que constructeur automobile à aider les sapeurs-pompiers à intervenir sur nos véhicules quand ils sont accidentés. Et donc l'idée, c'est que tous nos véhicules qui subissent des crash tests ou qui ont servi dans des démonstrations, au lieu de les mettre à la destruction directement, on les donne aux sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent s'entraîner au secours routier, qui s'entraînent sur des véhicules récents de nouvelle génération qui sont représentatifs de ce qu'il y a sur la route. Voilà. Alors, ce qui est fabuleux, en fait, avec justement votre, on va dire, centre d'études, en quelque sorte, Renault, votre bureau, c'est que vous avez en face de vous, donc, un partenaire de choix, puisque nous avons donc le colonel Christophe Langlot qui est présent, en mission 3 ans, donc, chez vous. Et il donne son avis justement sur l'ensemble des améliorations et peut-être des prototypes et des nouveaux véhicules qui sont mis sur le marché. Voilà, c'est ça. Alors du coup, pour bien comprendre comment travaillent les pompiers, l'idéal effectivement, c'est d'en avoir un dans la maison. Donc on a fait cette démarche depuis 1 an. Alors on travaille déjà bien sûr avec les pompiers. Moi, je commence à avoir la prétention de bien connaître le métier des pompiers, mais ça sera jamais la même chose. Voilà, moi je suis pas en uniforme. Quand je parle à mes collègues ingénieurs, architectes, je pense que voilà, quand Christophe parle, il a plus de poids que moi. C'est ça l'idée. Donc du coup, on a passé une convention avec le SDI 78, donc Christophe est parti, de manière à ce qu'il soit détaché chez nous à temps plein pour être à la rencontre des ingénieurs, des architectes, pour dire voilà, je représente les pompiers et dans ce cadre, voilà nos contraintes, voilà nos besoins. Donc pensez à nous qui pouvons être des intervenants à un moment ou à un autre sur vos véhicules. Voilà. Christophe, comment ça s'est passé justement le recrutement? En tout cas, on vous a proposé la place et tout de suite vous avez finalement dit oui directement pour ce détachement? Complètement. En fait, c'est la révolution en fait au niveau du métier des sapeurs-pompiers concernant les accidents de la route. On a des véhicules qui ont un niveau de sécurité qui augmente. Et donc on avait une activité qui changeait, on avait de moins en moins besoin de découper les véhicules pour sortir les victimes, et les victimes, elles, avaient des pathologies un peu différentes. Elles sont très bien protégées, et la seule protection qui n'existe pas, c'est la protection interne au niveau du corps. Donc on a des lésions internes aujourd'hui qui nécessitent de transporter rapidement les victimes à l'hôpital. Et donc c'est en regardant ce nouveau sujet que le partenariat, l'idée de travailler vraiment à 100% ensemble est venue. Au début, c'était un petit carton, on va dire, pour ma part, et après rapidement, donc on a fait le choix d'agrandir ce partenariat pour vraiment accompagner tout au long de la phase de vie du véhicule dans sa construction les besoins des secours. Petite précision pour que tout le monde comprenne bien pourquoi est-ce qu'un constructeur automobile peut sauver des vies en faisant les travaux que l'on mène. C'est qu'au niveau du comptage, au niveau de la France, on compte le nombre de tués sur les routes à partir de l'instant où la personne a eu son accident et que dans les 30 jours, elle reste en vie. Je vais prendre le côté positif. C'est-à-dire que si vous avez un accident sur la route, malheureusement vous décédez, vous comptez dans ces fameux chiffres que la sécurité routière vous présente régulièrement. Mais si dans les 30 jours après l'accident où vous étiez encore en vie, vous décédez, eh bien effectivement, vous appartenez à ce comptage. Et dans ces 30 jours, c'est là où les pompiers interviennent. C'est une prise en charge rapide et précoce vers l'hôpital
donc là on va parler en heures, en moins de 1 heure, on va dire ça, fera que vous pourrez avoir une espérance de survie et donc ne pas appartenir à ce chiffre un peu macabre. Au niveau de votre intervention, juste après, on ferme la parenthèse et on va passer à l'intervention donc avec nos spécialistes. Vous avez comment dire, émis des refus justement par rapport à des modèles, par rapport aux ingénieurs. Donc Renault, j'imagine que vous avez un poids assez important. Il y a eu des choses marquantes justement au niveau de votre présence? Oui, on a eu parfois à faire travailler pendant quasiment 3 jours consécutifs les ingénieurs de conception des véhicules pour pouvoir avoir une solution qui soit utilisable par les sapeurs-pompiers, puisqu'en fait une voiture, ça n'est ni plus ni moins qu'une boîte avec des roues. Vous voulez tous avoir votre confort à l'intérieur du véhicule, vous voulez tous un joli design, vous voulez tous des belles selleries, mais nous, sapeurs-pompiers, on a besoin parfois d'organes de sécurité, de coupure d'énergie, et ces organes, vous ne les voyez pas, vous. Ils sont un peu cachés à l'intérieur du véhicule, mais il faut qu'ils soient accessibles en toute situation, en tout type de crash et en toute occupation du véhicule. Donc quand vous regardez bien, il n'y a pas beaucoup de place dans un véhicule pour pouvoir répondre à cela. Donc oui, effectivement, il y a eu des refus, mais des refus qui ont amené à de nouveaux travaux. Positif, et derrière, voilà. positivement, voilà, la réponse a été prise et le véhicule sortira dans les prochaines années. Vous imaginez les ingénieurs, j'ai une nouvelle idée, mais attends, c'est pas passé dans les mains de Christophe, attends, 2 minutes, voilà, imagine. Non, voilà, donc c'est vraiment utile, vous voyez, on travaille main dans la main, donc avec intelligence entre les spécialistes, les professionnels du secours routier, les constructeurs, mais également les fabricants donc d'outillage. Nous avons donc des fabricants qui sont avec nous, mesdames, messieurs, on pourra bien sûr les faire intervenir. Nous avons la maison Galin, donc avec Olivier Alestra et Florent Eudot, Olmatro également, donc on va citer, parce que là aussi vous verrez l'utilisation justement de ces outils spécialisés vont vraiment largement être adaptés. Donc là aussi c'est une volonté de travail, on va dire intelligent avec les intervenants, les secours donc routiers. Et puis on parlera aussi de Milwaukee, donc dans l'électroportatif là aussi qui a son importance dans l'intervention. Ce sont les fabricants une nouvelle fois qui permettent donc une intervention rapide. Alors nous avons, je me permets, on va passer le micro dans quelques instants. Claire va peut-être rajouter quelque chose. On va présenter justement nos intervenants du moment qui font partie donc du centre de formation des cadres des pompiers de Paris. Alors justement, je voulais en parler, c'est qu'en fait depuis pas mal d'années on travaille ensemble, c'est ce qui explique aussi leur présence ici. Bon, d'abord on est sur leur territoire, ce qui est logique du coup qu'ils soient là, mais c'est pas juste pour ça, c'est parce que du coup avec les pompiers de Paris et du coup avec le CFC, justement le centre de formation des cadres, on a tissé un lien depuis pas mal d'années où on travaille ensemble, on a le même type de, comment dire, la proximité fait qu'on se rencontre souvent, on a le même type d'approche que nous avons avec le SDI 78. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est très content qu'il soit là. Voilà, donc Philippe, je te laisse après présenter. Allez, je vais les présenter, donc on va vous laisser la parole. Lieutenant Philippe Lepape, donc merci d'être avec nous Philippe. Et nous avons également celui qui va intervenir à vos côtés, faisant partie aussi du centre de formation, c'est Arnaud Cinquin, donc le sergent-chef donc Cinquin qui pourra aussi vous donner toutes les étapes. Alors, on va présenter aussi la brigade et puis évidemment le centre auquel vous appartenez. Oui, tout à fait. Bonjour déjà à toutes et à tous. Donc, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, nous sommes chez nous, ici, porte de Versailles, puisqu'on défend Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Donc, d'où l'importance d'être présent sur ce grand rassemblement depuis maintenant 5 ans. C'est le 5e anniversaire. Voilà. Quoi vous dire sur les pompiers de Paris? C'est que c'est quand même 8500 hommes et femmes qui sont au service de la population de l'Île-de-France. C'est aussi 71 centres de secours, c'est plus de 1400 interventions par jour, c'est 500 000 interventions par an. Et dernièrement, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de presse sur cette sursollicitation. Voilà. Concernant le secours routier, c'est vrai que ce partenariat existe depuis déjà longtemps. Au même titre qu'il y a le triangle du feu, on pourrait dire qu'il y a que ce triangle en secours routier qui est les constructeurs automobiles, les constructeurs d'outils et le sapeur-pompier. On fait ce triangle du secours routier qui pour les initiés, vont leur parler beaucoup. Voilà. Alors là, on va avoir une intervention donc particulière. On va simuler un accident finalement réel. Et oui, tout à fait, tout ce qu'il y a de plus réel. Et on va essayer de vous le rendre le plus réaliste possible. Un petit point particulier. Les pompiers de Paris, c'est 2 écoles de formation. C'est une formation initiale où des civils, on en fait des militaires, et des pompiers de Paris pendant 4 mois à Villeneuve-Saint-Georges. Mais c'est aussi un centre de formation des cadres situé à Saint-Denis, où on forme des chefs d'équipe, des sous-officiers responsables des VSAV ou ambulances, si vous voulez,
et également des sous-officiers, des chefs de garde, voilà, tout un cursus de formation. Et une petite parenthèse, vous verrez sur cette manip des gens du service civique qui sont de jeunes gens volontaires entre 18 et 25 ans qui peuvent donner de leur temps pour l'activité opérationnelle des pompiers de Paris. Donc on les intègre dans nos manips et ils interviennent au point de vue opérationnel sur la plaque parisienne tous les jours avec nous, à nos côtés. Donc il est normal qu'ils soient là. Voilà. Et je tiens à saluer cet acte citoyen. Voilà, donc on a justement en complément les volontaires du service civique qui sont juste derrière, voilà, donc ils sont en train de discuter bien évidemment de l'intervention, j'imagine. Alors au niveau de la brigade, vous allez voir, il y a donc les sapeurs-pompiers de Paris, mais on a aussi un sapeur-pompier en tenue différente, donc j'ai précisé... Comment ? C'est pas un sapeur-pompier. Ah, c'est pas un sapeur-pompier, on me dit. Alors, voilà, pas de Paris, voilà, exactement. Voilà. C'est un sapeur-pompier du CEA qui, au titre d'une coopération avec le département, intervient aussi en secours routier sur la zone de Saclay. Donc, d'où l'intérêt de ces échanges, constructeurs, autres sapeurs-pompiers, autres intervenants secouristes. Ouais, c'est Christophe Lalou, donc il est pompier aussi dans le 28, donc l'Eure-et-Loire, pour tout dire. Voilà, donc c'est pour ça qu'on aura une tenue différente. Voilà, donc dans quelques instants. Alors, il nous faut une victime. Et oui, effectivement. Oui, voilà, c'est ça. Alors. Là, ça va être compliqué parce que. Genre, voilà, là-bas, on fait, tiens, tu veux pas y aller, toi, juste à côté ? Tiens, qui veut faire la victime au passage ? Ouais. Pas tous en même temps. Allez. Oh, c'est une fausse victime. Regardez. Ah oui, j'ai pas précisé. Fausse victime. Il y a une volontaire là-bas. Là-bas, ouais. Désolé, elle a levé la main en premier. Je vous sens déçu. Non. Ah bah oui, c'est notre ami donc qui représente la gamme Olmatro, c'est ça ? Voilà, exactement. Bah restez avec nous, on aura peut-être des questions. Venez nous rejoindre. Votre prénom ? Carole. Bon. Bonjour à vous, merci d'être avec nous, Carole. Expérience assez hors du commun, finalement. Regardez, on vous ouvre la porte, on vous invite. C'est quoi ces positions du passager, c'est ça ? Voilà. On vous invite à monter dans la voiture. Un voyage vous attend. Alors, oui, on me signale, merci, donc on va reculer légèrement peut-être, faites attention à vous, pour les personnes qui seraient près du véhicule sur le côté, c'est ça ? Il y a des risques de projection, d'accord. Donc ça va être assez impressionnant. Alors on va décrire dans quelques instants justement le déroulement, comment ça va se passer, puis surtout les étapes, bien évidemment. Donc on est dans une simulation. Ça va, Carole ? Ouais, voilà, je vous aperçois derrière, voilà derrière. Ok, ça va ? Ok, on va donc simuler un accident de la vie, donc un accident donc de la vraie vie, finalement. Ça va se passer de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'un accident de la vraie vie ? Ce serait quoi, Philippe ? Là-dessus, je vais passer la parole aux spécialistes quand même. C'est le chef Arnaud Cinquin. J'ai déjà assez parlé comme ça, donc Arnaud va vous expliquer toute la technicité et tous les tenants et les aboutissants du secours routier. Ah ben voilà, on va voir toutes les étapes. Merci Philippe. Donc, bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Donc on va voir un petit peu justement les étapes. Alors c'est quoi un accident de la vraie vie ? Parce qu'on a vu des accidents simulés au niveau de cette démonstration. C'est des situations finalement avec des chocs, on va dire, peut-être qui ne se ressemblent pas d'un accident à l'autre. Oui, effectivement, chaque accident est différent, les véhicules sont tous différents les uns des autres, donc toutes les interventions secours routiers sont uniques. Donc on va il faut s'adapter. C'est ça, il faut s'adapter. Notre travail, c'est l'adaptation avec les véhicules qu'on teste en partenariat avec Renault, avec les véhicules qu'on récupère pour s'entraîner, et puis le matériel qu'on nous prête. Alors juste avant de démarrer, vous avez des fiches dans la main, on peut peut-être les évoquer. Alors c'est des fiches donc d'aide. Des fiches d'aide à la décision. À la décision, ce que vous appelez dans le jargon des FAD, c'est ça ? Exactement. Alors, je vous les montre, voilà, on va les montrer à l'image aussi. Et ça, c'est développé par les sapeurs-pompiers, ouais ? Alors, c'est développé en partenariat avec Renault. On étudie les véhicules ainsi que plusieurs SDIS. On vérifie les différentes types de fabrication des véhicules, les renforts, ainsi que les parties résistantes, les parties délicates, c'est ça, réservoir, batterie. Exactement, avec les airbags également, avec les vérins pour les coffres et tous les dispositifs pyrotechniques. Donc ça, c'est une aide à l'intervention très importante pour vous. On s'en sert à chaque fois qu'on va vouloir découper un véhicule. Donc sur beaucoup de véhicules Renault, enfin sur tous les véhicules Renault récents, on les retrouve, ainsi que sur d'autres constructeurs.
on retrouve ce type de fiche qui nous aide réellement à intervenir sur l'intervention. Alors, juste une parenthèse, Claire, je crois qu'on a un QR code, donc un rescue code, comme on appelle maintenant, qu'on va retrouver sur les véhicules, Oui, à voilà, l'avant c'est comme ça. à l'arrière, c'est ça? Alors du coup, effectivement, tous les constructeurs font des fiches d'aide à la décision exprès pour les sapeurs-pompiers. Encore faut-il qu'ils y aient accès facilement quand ils arrivent sur une intervention, parce que quand le véhicule a été abîmé après un accident, il est difficile de le reconnaître et les pompiers ne peuvent pas connaître tous les véhicules, tous les modèles de toutes les marques. Donc du coup, on a développé, avec une start-up qui s'appelle Désincart, on a développé une application gratuite pour les pompiers qui leur permet d'accéder à toutes les fiches d'aide à la décision, déjà pour ne pas avoir 10 000 papiers comme celui-là qu'on a imprimé pour l'occasion. Et pour y accéder facilement, en plus, on a mis un petit QR code que vous voyez partout maintenant sur tous les produits de la vie courante. On a un QR code qu'on appelle donc un rescue code que l'on met sur le pare-brise avant droit et la vitre arrière gauche. Bon là, il n'y a plus de vitre arrière parce que ça a déjà été utilisé hier. Et donc l'idée, c'est que quand les pompiers voient ce petit rescue code sur les voitures, ils n'ont plus qu'à le flasher avec leur application et ils ont accès directement à la fiche de la décision. Et vous avez bien compris, on a parlé tout à l'heure de Golden Hour. L'idée, c'est de gagner le plus de temps possible pour sortir une victime de la voiture et l'amener le plus rapidement à l'hôpital. Et ça y contribue. Le fait d'avoir tout de suite accès au scanner, on va dire, du véhicule, on y contribue de cette façon-là. Et donc, ces petits QR codes, vous pouvez les acheter facilement auprès de la start-up qui s'appelle Désincart, en tapant Rescue Code sur vos ordinateurs, enfin voilà, sur un moteur de recherche, et vous trouverez toujours un Rescue Code adapté à la voiture, au modèle de votre voiture. Voilà, donc je crois que c'est 10 €, me semble-t-il, ouais, c'est ça. Donc, pour gagner, voilà, pardon, 9,95 €, voilà, pour gagner vraiment largement du temps. Donc ça peut évidemment là aussi vous sauver la vie. Tous les pompiers de France maintenant connaissent ce Rescue Code. Maintenant, beaucoup de pompiers dans les pays étrangers aussi, parce qu'on fait beaucoup de pubs autour, parce qu'on pense sincèrement que ça va contribuer à améliorer la prise en charge des victimes. Parce que, vous l'avez compris, nos voitures évoluent, sont de plus en plus sûres, celles de tous les constructeurs, mais n'empêche, le fait qu'elles soient de plus en plus sûres pour protéger les occupants fait que ça devient de plus en plus compliqué pour les sapeurs-pompiers d'intervenir, parce que tout ce qu'on a mis en place pour protéger peut être une contrainte finalement pour les sapeurs-pompiers. Donc l'idée, c'est au moins de leur dire voilà où se trouvent toutes ces contraintes pour que vous sachiez les contourner. Allez, place à l'action. Carole est toujours là, ça va? Ouais. Ah, génial. Et une victime, voilà, qui nous fait oui, super, tout va bien. Bon, Arnaud, on va donner le top départ dans quelques instants avec, entre autres, cette intervention de la brigade, les sapeurs-pompiers de Paris, et également Christophe Laloux, donc pompier du 28 et faisant partie du CEA de Saclay. Allez, on va démarrer. Arnaud, c'est à vous, bien sûr, pour le top départ de cette intervention. Eh bien, si l'équipe est prête, c'est bon pour toi? Eh bien, on va attaquer l'intervention avec nos sapeurs-pompiers qui rentrent en contact avec la victime. Ils récupèrent les interventions. Alors il faut vous dire que là on va vous montrer plusieurs techniques de désincarcération qui sont adaptées, enfin qu'on va adapter en fonction de la situation, bien entendu. Donc dans la vraie vie, effectivement, la voiture sera peut-être plus déformée que présentement. Et on va adapter du coup nos gestes en fonction de la situation. Donc vous voyez on va prendre le temps. Voilà, je me permets Arnaud, parce qu'on va prendre le temps. C'est vrai que d'habitude c'est beaucoup plus rapide. On l'a vu sur d'autres interventions, c'est beaucoup plus rapide. Là, on va vraiment faire étape par étape pour vous montrer un petit peu ces différents types d'interventions. Exactement. Donc vous pouvez voir que de chaque côté, ils sont en train d'installer des cales. On va essayer de caler le véhicule pour que toutes les manipulations qu'on fera dans le futur, au cours de l'intervention, ne puissent pas bouger le véhicule, et qu'on puisse prendre en charge la victime sans la traumatiser davantage. Donc le matériel qui est utilisé et qui nous a été fourni par l'entreprise Galin nous permet de rattraper un calage au fur et à mesure de l'intervention à chaque fois que le véhicule va bouger. Olivier, on s'adapte comme ça donc au relief, j'imagine. Donc, qu'est-ce qu'on utilisait avant d'utiliser vos outils? Il y a quelques temps, on utilisait des bastins. Ah oui, du bois? Du bois. Alors, je crois qu'il y a 5 ans, c'est ça, Christophe nous avait précisé. Ouais. Il y a 5 ans en arrière, simplement. On avait du bois. C'était du bois, voilà. On avait des cales en polyuréthane qu'on utilise encore sur beaucoup de départements. Et le calage évolutif qui est utilisé aujourd'hui a été
créé par un pompier professionnel espagnol. Pendant ses jours de repos, à travailler pour caler le véhicule. C'est toujours cette même question, et pourquoi on n'y a pas pensé avant, hein, c'est fou, hein, donc, mais bon, voilà, en tout cas c'est là, on peut intervenir avec et on peut gagner du temps, on est vraiment sur ce principe. Alors on continue dans l'intervention, donc ça y est, on a calé. Donc le véhicule est calé, vous avez pu voir un service civique qui est entré à l'arrière du véhicule pour effectuer ce qu'on appelle un maintien-tête, donc pour éviter que la victime bouge la tête pendant l'intervention et qu'elle augmente son traumatisme qu'elle peut avoir au niveau du rachis cervical. C'est ce qui a été précisé, mais je me permets une parenthèse, c'est ce qui a été précisé par Christophe, donc il y a quelques instants, Christophe Langlot, c'est qu'en fait finalement les véhicules sont de plus en plus résistants et c'est le corps, hein, donc qui prend l'ensemble de l'énergie quelque part et ce sont les organes, hein, donc qui vont subir finalement les dégâts. C'est ça, il y a une évolution au niveau des atteintes sur la victime. Bien entendu, les constructeurs font en sorte que le minimum de dégâts sur la victime soit apparente et même de traumatisme interne. Donc il y a bien sûr les constructeurs qui travaillent aussi pour limiter ce risque. Qu'est-ce qu'on fait là ? On a utilisé donc... Alors, on a pu voir sur le côté un de nos équipiers ouvrir en plus grand la porte avant du véhicule pour faciliter l'accès à cette victime. Là derrière... Nous avons également mis une protection à l'intérieur pour protéger la victime et le sapeur-pompier, avec une partie transparente qui nous permet de toujours avoir un contact visuel avec notre équipier et notre victime. Sur le côté, ils sont en train de désincarcérer d'enlever la portière arrière ainsi que le montant pour pouvoir accéder entièrement à la victime et pouvoir découper le siège qui va nous permettre après d'immobiliser la victime correctement. Là, on est en train de découper Olivier de la maison Galin. C'est incroyable, c'est le son qu'on n'entend pas en fait. C'est très silencieux. Oui, on est sur une nouvelle génération d'outils qui est la 3e génération sur batterie. Avant, on était sur un système avec un groupe hydraulique, des flexibles et l'outil. Et là, on a différents outils parce qu'on a un écarteur aussi à l'arrière. Regardez, donc ça écarte en fait le coffre arrière. Alors, à l'arrière, on est sur une multifonction qui fait et de l'écartement et de la découpe. Non, Olivier, on s'écarte un petit peu parce qu'il y a des débris. Donc voilà, c'est ce qui a été dit et annoncé. Voilà, exact. Non, ça va, non. Allez-y. Donc, on est sur un écarteur à l'arrière qui est en fonction actuellement. Je vais laisser la parole à Florent Eudo, qui est notre démonstrateur, qui pourra vous donner un peu plus de détails, les caractéristiques, techniques. Exactement. Florent, alors, donc, pour l'écarteur. Donc là, vous êtes sur un outil combiné, comme l'a dit Olivier, donc, qui fait fonction et d'écartement et de cisaillement. Donc pour un petit ordre d'idée, vous êtes sur des forces à 3,6 tonnes en écartement sur ce genre d'outil et 38 tonnes en coupe. Sachant que sur des cisailles vraiment dédiées uniquement à la coupe, on va de 55 à 77 tonnes en passant par 144 voire 183 tonnes. Donc Quelle puissance, c'est incroyable, hein, et tout ça sur batterie. Voilà. Combien de temps d'autonomie à peu près ? Donc tout ça sur batterie, c'est des outils qui sont toujours hydrauliques, seulement le mode de fonctionnement devient électrique. Et en autonomie, on est à 35 minutes d'autonomie environ, suivant... Alors c'est difficile à quantifier, à savoir, ça va être difficile à quantifier, ça va dépendre de la structure de la voiture, de la résistance des aciers, des montants, du type d'outil utilisé. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de durée déterminée, mais 35 minutes est quelque chose d'assez concret. Alors on va continuer ces démonstrations, Arnaud. Donc on a choisi finalement une solution, hein, c'est ça ? Il y en a plusieurs lorsqu'on a ce type de situation. C'est ça, il y a plusieurs solutions qui peuvent être apportées. On choisit forcément la plus rapide. On a parlé de Golden Hour tout à l'heure. L'intervention, l'objectif, c'est qu'à partir du moment où il y a eu un accident de circulation, en moins d'1 heure, la victime soit transportée à l'hôpital pour justement qu'elle soit prise en charge de la meilleure manière possible. La désincarcération que sont en train d'effectuer mes collègues, c'est peut-être pas forcément la plus adaptée pour le moment. C'est surtout pour vous montrer toutes les possibilités de désincarcération qui peuvent être faites
au niveau des véhicules. On a nos équipiers sur le côté du véhicule là, qui sont en train d'enlever le montant, ce qu'on appelle le montant B, qui se situe au centre du véhicule et qui va nous permettre d'avoir un meilleur accès à la victime. Le A, il est où? C'est à l'avant ou à l'arrière? Le A est à l'avant. Le A est à l'avant, voilà, d'accord. On va Ça fait enferrer, A, hein. B, C et là vous pouvez même avoir un montant D. Il y a 4 montants au total. Et ça, donc, avec la fiche, en fait, d'être à la décision, on sait où couper ou cisailler. Hein, c'est ça, donc, pour éviter de tomber dans une partie résistante. On va regarder notre fiche d'aide à la décision et on va aussi faire ce qu'on appelle un dégarnissage. On va enlever toutes les matières plastiques qui peuvent nous gêner pour regarder réellement derrière ce qu'il y a et pour décider de ce qu'on appelle nos traits de coupe, de l'endroit où on va découper le montant. On a aussi ouvert le coffre qu'on va devoir déposer qu'on va devoir enlever du coup du véhicule si on veut enlever le toit du véhicule pour permettre de sortir à la victime le plus droit possible. Est-ce qu'on a plusieurs plans, un A, un B, c'est-à-dire toujours un plan secondaire finalement à l'esprit en préparation? Oui, on pense toujours à des solutions qu'on va dire palliatives. Si jamais, comme parlait tout à l'heure des véhicules qui étaient de plus en plus résistants, on va essayer de travailler de la meilleure manière possible, le plus rapidement possible. Mais si on voit qu'une des solutions qu'on cherche à adopter est un peu trop compliquée, on va prendre ce qu'on appelle la deuxième solution, la solution B, palliative, et on va changer l'idée de manœuvre pour rester toujours dans cette golden hour. Donc c'est une prise de décision de chaque instant. À chaque fois qu'il y a un geste qui est effectué, s'il y a des difficultés qui sont éprouvées, le chef d'arrêt va réfléchir à une manière de faire pour que ça soit plus rapide. Ça a changé justement les modes d'intervention des sapeurs-pompiers, d'avoir ces outils sur batterie en toute autonomie, j'imagine. Alors c'est encore en test à la brigade. On est en train de les tester au centre de formation justement. Mais on voit une réelle plus-value là sur les premières utilisations. Puisque d'habitude on travaille avec des flexibles et avec des groupes qui sont thermiques ou électriques et qui peuvent nous gêner sur intervention, qui prennent de la place, qui limitent la distance d'utilisation. Donc il y a pas mal de contraintes liées au matériel qu'on utilise. Et là sur batterie, eh ben, on peut voir qu'on se déplace beaucoup plus facilement autour du véhicule. Les outils sont certes un petit peu plus lourds, mais ça nous permet d'avoir une meilleure efficacité dans le travail. Je voudrais revenir un petit peu sur les propos d'Arnaud, notamment sur ce qu'on appelle l'heure en or, cette golden hour, la golden hour, ouais. Auquel le citoyen peut participer par la prise d'appel. C'est-à-dire que plus son appel est précis au sapeur-pompier, avec des détails, avec peut-être une notion d'incarcération de la victime, plus on favorise cette heure en or. Puisque en dehors de tout ce qui est impact visible, il ne faut pas oublier tout ce qui est impact invisible, les hémorragies, notamment internes, et c'est pour ça qu'on souhaite les prendre en charge rapidement et les mettre rapidement dans un bloc opératoire pour comment juguler ces hémorragies. Voilà. Parce que tout ce qui est accident de circulation, il y a une notion de cinétique et on sait très bien qu'un organe interne est très lourd et que de ce fait, il peut y avoir des ruptures aortiques ou des ruptures d'organes, etc. Voilà. Donc, vous voulez dire, Philippe, en fait, à notre niveau, c'est ça. Lorsqu'on est témoin d'un accident, le but, c'est vraiment d'être factuel quelque part, hein, c'est voilà. Ça, et d'être précis, même si émotionnellement on est touché, il faut essayer vraiment d'être le plus précis possible pour sauver les vies. Voilà, ne serait-ce que déjà connaître les numéros d'urgence, et ça, c'est un grand point. Voilà. On va pas faire le test, mais c'est vrai que des fois on l'a pas forcément à l'esprit. Bon, bref, en tout cas, voilà, vous rentrez à la maison, vous révisez un petit peu tout ça, les numéros d'urgence. Alors je sais qu'à l'école, hein, c'est révisé, mais à tout moment, en tout cas, pour la maison, sur le frigo par exemple, ça peut être un bienfait hein, pour au moins la révision et puis les avoir encore en tête, c'est encore mieux. Oui. Mais évidemment. Et vous avez des actions qui sont menées au sein des départements, ce qu'on appelle les gestes qui sauvent. C'est que le citoyen peut venir sur une matinée appréhender les gestes qui sauvent et revoir également tous ces petits gestes de la vie quotidienne qu'on peut mettre en œuvre au niveau domestique avant toute chose. Oui. Là, on est en train de découvrir, donc, à l'avant, au niveau de la victime, elle est très entourée, Carole. Oui, elle est très entourée. Donc il y a toujours cette personne qui est derrière, qui continue et qui gardera ce maintien-tête jusqu'à la fin de l'intervention. On verra tout à l'heure, il y aura certainement un relais au niveau du maintien-tête pour changer la position de la personne qui est derrière pour créer de l'espace. En attendant, la personne qui est juste devant elle est en train de lui poser un collier cervical. Un collier cervical, donc c'est un moyen d'immobilisation qui ne sera pas complet tant qu'on ne l'aura pas mis sur ce qu'on appelle un plan dur que vous pouvez voir tout devant au niveau du matériel pour l'immobiliser complètement.
Arnaud, juste, chacun sait ce qu'il a à faire, mais on a des piliers, on a des preneurs de décision. Comment ça se passe? Quelle est la hiérarchie en fait au niveau des intervenants là? Alors sur les interventions secours routier, sur les interventions avec un accident de circulation, on va avoir deux personnels importantes. La première personne importante, c'est le chef d'agré du secours à victime, qui va prendre les décisions, qui va rentrer en contact avec la victime, et lui, sa décision, ça va être la prise en charge. Une fois qu'il va décider, comme tout à l'heure, si on a suffisamment d'informations, on va décider de faire une désincarcération, on va appeler un spécialiste. Le spécialiste, c'est un camion de désincarcération, ou les VSR pour les véhicules de SDIS. Et à l'intérieur, on aura un responsable de l'engin, qui sera le conseiller technique du responsable de l'intervention. Donc ce conseiller technique va, conjointement avec le chef d'agré, décider de la manière de sortir la victime. Donc c'est lui qui va prendre les décisions, donc la stratégie en fait, qui va mettre en... La stratégie, il va la proposer au responsable de l'intervention. Généralement, elle est acceptée, puisque c'est quand même le spécialiste, mais le responsable de l'intervention est toujours le même. Là, on est en train de découper donc les montants, c'est ça. Le C, si j'ai compris, c'est ça. Et presque ça, c'est le D. C'est le D. Il y a un D. Mince. Mince alors. J'ai oublié une lettre. Bon. C'est le piège. Non, il y a 4 Il y en avait montants. 4 là, d'accord. Vous l'avez précisé en plus tout à l'heure. D'accord. Oui, Philippe. Oui, Christophe. Juste puisqu'on parlait des accidents de circulation, ce matin, nous avions donc un camarade qui était chargé de nous amener le matériel de secours à victime, qui a été victime d'un accident de circulation, heureusement sans gravité. Et c'est pour ça que je remercie nos camarades de l'UNAS qui m'ont prêté leur matériel spontanément. Lorsque je leur ai dit, écoutez, j'ai plus de collier cervical, mon camarade est victime d'un accident de circulation. Pour un secours expo, on devait faire du secours routier, voilà. Merci à eux, merci de m'avoir prêté ce matériel. Merci à l'UNAS, donc d'avoir effectivement paré donc au matériel, qui a été malheureusement impliqué dans l'accident. Donc c'est incroyable ça. Il se passe des choses. Durant ces journées de secours expo. Alors là, la stratégie, qu'est-ce qu'on veut faire? Là, ce qu'on veut faire, c'est enlever le toit du véhicule. Donc là, ils sont en train de découper le montant D qui est relativement large. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Parce qu'on est obligé d'attaquer le montant par plusieurs axes pour le découper entièrement. Une fois qu'on aura enlevé le toit, on aura un meilleur accès à notre victime. On a vu déjà que la partie latérale a été largement dégagée, donc on a un grand accès à notre victime. Pendant l'intervention, on a vu aussi qu'il y a eu un relais au niveau du maintien-tête devant. La personne qui fait le maintien-tête est sur le côté, ce qui nous permet d'insérer notre plan dur à l'arrière de la victime une fois que nous aurons enlevé le toit. Alors là, je rappelle que c'est un exemple d'intervention, mais c'est pas forcément ce qui est donc dans le quotidien, dans les interventions habituelles, ce qui est fait. On va pas forcément donc enlever le toit de la voiture. On va peut-être intervenir sur les portières. On va essayer d'intervenir le plus rapidement possible. Donc si les portières sont compliquées à enlever ou si le côté du véhicule nous empêche de dégager les victimes, on va enlever le toit. Donc c'est une des manœuvres que l'on peut réaliser et qu'on réalise relativement souvent. Ça dépend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la victime, de sa position et de l'état du véhicule. Là, on en est donc au montant deuxième montant D. Voilà, mais deuxième du nom. Ok, donc on va... Voilà, oui, toujours ces outils. Alors, très impressionnants de par une nouvelle fois le silence, c'est vrai. Donc là, je me tourne vers la maison Galin. C'est fabuleux, Olivier. C'est incroyable. L'autonomie. Et puis, finalement, il y a un axe. Ça permet. On n'est pas obligé de se contorsionner pour l'utiliser. Ça a été étudié chez vous? Oui, ça a été étudié par Olmatro, le fabricant qui est né aux Pays-Bas. Et sur ce type de pince, on travaille à 360 degrés. On peut la tourner dans tous les sens, si on est droitier, gaucher. Donc on peut rester sur un axe et finalement la tourner donc vraiment comme on souhaite. Donc une nouvelle fois, on gagne du temps, c'est formidable. C'est de l'ergonomie. J'imagine que vous avez fait des tests aussi avec les sapeurs-pompiers, chez vous, directement, Florent. Alors, donc le fabricant Olmatro effectivement fait analyse en fait les remontées d'informations au niveau des pompiers et en fonction des remontées qu'ils ont sur le terrain adapte les outils bien sûr.
Ensuite, au quotidien, pour ma partie, je suis en charge de faire donc, les démonstrations au niveau national. Donc, quand on a présenté des outils au sein d'un SDIS, donc des pompiers, on se déplace avec les outils, ils les prennent en main, ils les essayent, et nous, ça nous permet aussi d'avoir des retours sur des choses qui pourraient être améliorées dans le futur, etc. Donc, c'est un travail au quotidien. Voilà. Et ben voilà, toujours l'amélioration en positif bien évidemment. Juste Arnaud, donc j'aimerais juste interroger Christophe Langlot, donc colonel, dites-moi, vous qui êtes détaché chez Renault, vous êtes intervenu par exemple sur le dernier espace ou le dernier Capture qui va sortir, me semble, ou qui est sorti, je crois, il y a pas très longtemps. Hein, c'est dans les tuyaux en tout cas. Vous êtes intervenu justement pour la sécurité. Alors sur les deux modèles que vous citez, d'un point de vue structurel, non. Je vous explique pourquoi. En fait, il y a une ingénierie particulière dans chaque constructeur d'automobile, et ces gens assurent la sécurité vraiment de l'occupant. Nous, sapeurs-pompiers, nous n'avons pas à avoir un regard particulier sur cela. Et donc, vous voyez bien, là, la personne qui serait à l'intérieur de ce véhicule serait parfaitement protégée. À condition, et là je fais la petite parenthèse, à condition qu'elle ait mis sa ceinture de sécurité. Tout à l'heure, Philippe précisait que nous sommes tous des acteurs potentiels du secours, en première intention avec l'appel des secours, mais n'oubliez pas que vous êtes un acteur potentiel de votre propre sécurité, et pour cela, la ceinture est forcément nécessaire, puisqu'elle est couplée aussi au déclenchement de l'airbag. C'est un couple qui va vous permettre d'être maintenu dans le siège et d'éviter d'avoir des lésions traumatiques extérieures. Et donc on va garder potentiellement que les lésions internes, mais ça c'est physique. Physiologiquement parlant, on ne pourra jamais aller à ce niveau-là. Et donc pour revenir à votre question, sur des véhicules comme celui-ci, donc avec une énergie thermique, les besoins des sapeurs-pompiers restent, je vais dire, communs, donc sont maîtrisés. Là où on a des questionnements différents, c'est sur les véhicules à énergie nouvelle, où on a besoin parfois d'avoir des consignations spécifiques de l'énergie. Donc là, je parle des véhicules électriques ou des véhicules à gaz sous pression, hydrogène ou autre, GPL, GNV, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà la condition, hein, c'est le duo survie, je vais appeler ça. Hein, donc c'est ceinture de sécurité et airbag à activer. Hein, voilà, parce que des fois on peut l'oublier en désactivation. Parfois il y a une désactivation de l'airbag passager avant qui peut être fait pour mettre un enfant. Donc là, on est dans une condition normale d'utilisation. Un enfant dos à la route dans un siège, je reprécise, effectivement, tu as raison Claire. Mais une fois que vous reprenez votre usage en tant que passager de ce siège, vous devez systématiquement réactiver l'airbag. Certaines personnes pensent que la ceinture suffit en elle-même. Non, la ceinture justement a un relâchement pour éviter d'avoir une trop grosse compression thoracique et vous casser des côtes. Et donc c'est l'airbag qui va servir de coussin pour absorber donc votre corps et vous remettre ensuite en position. La ceinture vous récupère vers l'arrière. Et tout cela, on ne l'a pas précisé, on ne l'a pas encore dit sur ce salon, mais en 100 millisecondes. En 100 millisecondes, vous êtes mis en sécurité dans la voiture. L'accident, et 100 millisecondes après, vous êtes parfaitement immobilisé. 100 millisecondes, c'est quoi? C'est un clignement d'œil. Pour vous donner l'ordre d'idée. Voilà. Ouais, durant rapide, ce clignement d'œil, toute l'activité de protection de l'occupant sera mise en œuvre. Et c'est tout ça qu'il faut impérativement respecter quand on conduit, quand on est usager de la route. C'est la ceinture de sécurité absolument posée et les airbags en position activée pour ceux qui sont désactivables. Et ben voilà, donc ce sera fait, hein, pas de souci. Si ce n'est pas fait, donc n'hésitez pas évidemment à le refaire. Alors là, merci Christophe. Là donc, on a une nouvelle aide, hein, donc c'est les volontaires du service civique, hein, ça y est, qui sont donc en complément. C'est ça. Là, ils viennent aider nos collègues pour soutenir le toit, parce qu'ils sont découpés tous les montants du véhicule. Alors si je dis pas de bêtises, il reste encore les montants A, les montants qui sont au niveau du pare-brise. Voilà, c'est ça, c'est le premier. Donc voilà, ils sont en train de soutenir le toit, parce que forcément le toit est lourd, et pour éviter, vu qu'on a découpé tous les montants qui le retiennent, qui le fixent au véhicule, pour éviter qu'il rentre à l'intérieur du véhicule et qui nous empêche ou diminuent l'accès à la victime, ils viennent soutenir ce toit avant qu'on le dépose complètement à côté du véhicule, pour nous créer notre espace suffisant pour la prise en charge de la victime. Voilà, toujours de l'espace pour bien pratiquer l'évacuation. On a toujours Carole donc, qui est vraiment soutenue psychologiquement. On est vraiment toujours avec une présence, hein. On continue. Toujours. De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le maintien-tête doit être effectué du début jusqu'à la fin de l'intervention. C'est pas parce qu'il y a un collier cervical qu'on doit relâcher ce qu'on appelle le maintien-tête. Et en plus, là, la couverture est transparente, donc elle voit ce qui se passe à l'extérieur. Il faut lui expliquer. Sinon, elle va paniquer, et si elle panique, elle peut dégrader son état de santé.
certaines couvertures que l'on peut utiliser ne sont pas transparentes. Donc en plus, ils ne voient pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Et même si les outils ne font pas de bruit, vous avez entendu le bruit du métal qui se coupe ou les montants qui lâchent. Et ça peut inquiéter la victime, la surprendre. Donc du coup, il faut Est-ce qu'on la prévient des étapes en disant attention, on va couper telle ou telle chose, oui. Voilà, hein, donc il va y avoir un bruit. Avant la découpe, on essaye de prévenir généralement et la victime, mais surtout ses équipiers, qu'on va effectuer une découpe. Et comme ça, nos équipiers lors de l'intervention savent à quel moment de l'intervention on est rendu. Voilà, comme ça, donc ça rassure bien évidemment. Alors je crois que ça nous a été précisé hier. Il y avait une autre intervention donc dans le cadre d'un challenge, hein, puisqu'il y a un challenge national et international qui seront en France d'ailleurs. Hein. Le challenge national, ce sera à Avignon au mois de mai. Et nous aurons le challenge donc d'intervention désincarcération, ce sera cette année pour l'international à La Rochelle en septembre 2019. Donc ce sera cette année ici même en France. Donc on nous a dit que la technique française était plutôt, on va dire peut-être très concentrée sur la psychologie par rapport à celle américaine qui est très invasive. Alors je connais pas trop. Voilà, moi, je répète un petit peu ce qui m'a été dit. C'est vrai qu'hier, voilà, Philippe, tiens, vous confirmez. Donc, on a des techniques différentes finalement d'un pays à l'autre. Effectivement, il y a une vraie empathie qui se crée entre cette victime et ce sauveteur de proximité. Et pour l'avoir vécu personnellement, alors attention de ne pas prendre le pavillon sur... On a un toit qui nous vient dessus, voilà, attention, à toit de voiture. Et donc ce binôme, il est important puisqu'il faut rassurer cette victime au maximum. Et pour l'avoir vécu, parfois on partage pendant plus d'une heure des moments de vie et on échange sur ce que fait cette victime et sur ce que vous faites. Et on est presque triste de se quitter à la fin. Ah oui, il y a un lien qui s'est créé. Il y a un lien d'empathie qui est créé. Ouais. Surtout dans ce moment d'intervention, on va dire ce moment choc, on va dire cette parenthèse de l'accident. Parenthèse de la vie. Hein. On est vraiment dans un moment donc de réalité un petit peu suspendu. Vraiment dans ce sens-là. Alors là, ça y est, on a enlevé le toit. Merci Philippe. Arnaud, le toit, ça y est sur le côté. On a une voiture en petits morceaux à côté. Voilà, un puzzle de voiture. On protège. On protège toutes les coupes qui ont été effectuées parce que vous vous rendez bien compte que le métal coupé est saillant et les sauveteurs ou même la victime quand on la dégagera peut se couper sur ces morceaux-là. Donc c'est pour ça qu'on protège, mais des protections de coupe pour éviter tout problème suite à cette désincarcération. C'est impressionnant, hein. Voilà une décapotable. Tiens, hein, donc si vous avez besoin d'une envie particulière de décapotable, n'hésitez pas à amener la voiture. Hein. On a les outils qu'il faut. Hein, c'est tout à fait possible. Un petit peu définitif peut-être comme solution. C'est un peu radical. C'est quoi? C'est la civière, c'est un bouclier? J'aperçois un morceau de bois là. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle un plan dur. Celui-là, c'est un plan dur pour une personne assise. Donc on aura juste pour la partie du dos et qui va nous permettre de le glisser sur le plan dur qui est un peu plus grand. Qui est situé à côté pour pouvoir faire une immobilisation complète. Donc on lui met dans le dos, histoire de poser la victime, que son dos reste droit tout le temps, tout au long de la manœuvre qu'on va effectuer. Et vous voyez le grand qui va arriver derrière. Bien sûr, le plan dur, Claire, vous vouliez rajouter? Je vais faire une petite pub, c'est que ce plan dur, en fait, il a été développé par un sapeur-pompier espagnol. C'est un plan dur un peu particulier. C'est un deuxième, oui. Les pompiers espagnols, ils sont super férus en secours routier aussi. Je dis aussi parce que les Français aussi, bien sûr, bien évidemment. Et du coup, il a eu l'idée de faire ce plan dur un peu courbe, de manière à ce qu'il soit plus ergonomique, voilà, on va dire, effectivement. Et du coup, il y en a un qui va se glisser dans l'autre, de manière à pouvoir passer du petit au grand. Et de plus en plus, je le vois dans J'ai compris. La courbure va épouser donc l'autre, hein, c'est voilà, ça, en fait, pour l'emboîtement, donc simple. D'accord, ça va glisser, en fait. Ouais, hein, voilà. D'accord. Ok. Bon. Les sapeurs-pompiers espagnols, finalement, très, très inventeurs, hein, très férus donc, au niveau des inventions. Il faut avancer les choses, j'imagine qu'en France aussi, bien sûr, à chaque fois dans le détail. Mais bon, pour les plans durs, donc ça a été le cas. Alors, là, donc, au niveau toujours le maintien. Toujours le maintien. Alors, cette fois, le maintien tête est passé à 2 personnes, chacune d'un côté. Donc là, ils doivent être en coordination. Et pourquoi 2, là? 2, pourquoi? Parce qu'en fait, ils maintiennent, vous avez vu sur le côté du plan dur, il y a des trous qui permettent de mettre la main et de la soutenir juste sous les épaules. Donc on laisse comme ça ce plan dur épouser le dos et il ne bougera pas. Et les 2 secouristes qui sont face à face doivent se coordonner pour justement garder ce maintien-tête et puis rehausser la victime au moment où on la fera glisser sur le plan dur. Répartition des forces, voilà, donc pour avoir donc une intervention précise, évidemment. Alors là, donc, on s'occupe du siège. Exactement. Là, on voit un de nos équipiers qui commence à découper le siège pour pouvoir allonger notre victime, parce que, bien entendu,
toute victime qui a subi un accident de circulation sera transportée allongée, au cas où il y a un traumatisme au niveau du rachis. Parce que le réglage, là, en fait, du siège, c'est des réglages c'est électriques. Voilà, c'est ça. Et comme c'est il n'y a plus de batterie, déjà sur ce véhicule-là, il n'y a plus de batterie. Et une de nos premières actions sera d'enlever la batterie du véhicule pour les déclenchements d'airbag si ça n'a pas déjà été fait, et pour les risques d'incendie derrière qui peuvent se produire. Donc, une de nos premières actions va être de débrancher cette batterie. Et si on n'a pas accès au siège ou si on n'y a pas pensé avant, eh ben, on va devoir déplacer le siège pour une prise en charge de la victime. Donc toujours Carole, hein, donc si vous venez d'arriver, nous avons notre victime volontaire, c'est Carole. Donc, alors la tradition, c'est lorsque la victime, la personne est évacuée, c'est ça, est à plat, donc au sol, en zone, on va dire, donc sécurisé, voilà, merci. Donc généralement, on applaudit, c'est ça à ce moment-là. Hein. Bah oui, c'est un peu la tradition. Comment ? C'est pour les challenges, mais là aussi on peut le faire. Là aussi, bah oui, bah, attendez, on est quand même en phase de démonstration. Ah oui, non, dans la vraie vie, non, Claire. Sur intervention, non, on applaudit pas. Oui, ne le faites pas dans la vraie vie, ça peut perturber l'intervention, bien sûr. Bon. Alors. D'ailleurs, Christophe, on peut souligner la rigueur du travail effectué, parce que si vous regardez bien visuellement, vous avez tout le matériel qui est d'un côté, vous avez toutes les découpes de l'autre, il n'y a pas de pollution de l'environnement et on peut prendre en charge la victime sur un espace qui est libéré, où il n'y a pas de risque de suraccident. C'est toujours aussi un moment précis. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment sur le terrain. C'est quelque chose qu'on cultive au quotidien. Cette rigueur du quotidien, on la cultive et on la retrouve sur opération. Voilà, donc ça c'est vraiment une simulation qui colle à la réalité. Hein. On est vraiment là-dessus. Hein. C'est ça. On va essayer de ce qu'on appelle sectoriser notre intervention avec notre zone de découpe, notre matériel, et puis une zone de matériel secours à victime qu'on ne retrouve pas trop ici, parce qu'on n'est pas sur un bilan complet de notre victime. Donc là, ils ont fini par découper le siège, ils ont inséré le grand plan dur derrière le plan dur moyen, le plan dur petit, et ils vont devoir faire glisser la victime justement sur le plus grand pour pouvoir l'immobiliser complètement. Donc vous voyez qu'il faut du monde pour cette manœuvre-là, et pour éviter que le rachis bouge, pour une meilleure prise en charge de la victime, plus on est nombreux dans un petit espace, mieux c'est. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de créer l'espace. Vous voyez, il y en a même un qui rentre debout dans le véhicule pour pouvoir accompagner la tête jusqu'en haut du plan dur. Toujours la communication entre les membres de l'équipe. On est vraiment c'est ça, vraiment une organisation complète. Il faut vraiment être très 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 en phase en fait les uns et les autres. Toujours le dialogue. Le dialogue dirigé bien entendu par un chef d'arrêt, mais c'est vrai que tout intervenant peut parler et dire s'il y a un souci ou autre, et on adapte la situation en fonction. Bien entendu, le chef d'arrêt prend la décision, mais tous les équipiers qui font partie de cette manœuvre-là ont leur mot à dire à un moment ou d'autre de l'intervention, savoir si tout se passe bien ou pas. Voilà, chacun a un angle de vue, bien évidemment, par rapport à la situation, donc ça peut être décisif là aussi. Hein. Ça a son importance. Voilà, donc sortie de notre victime, on va la placer dans une zone sécurisée. Bah, écoutez, mesdames, messieurs, je crois que nous y sommes. On a mis combien de temps, Arnaud ? 47 minutes. 47 minutes. Alors, pour l'intervention, ça a été plus court parce qu'on a commencé après. Ah oui, voilà, d'accord, tout à fait. Oui, tout à fait, on a présenté, donc il y a un petit quart de présentation, on sera donc pas loin d'une demi-heure. Mesdames, messieurs, vous pouvez vraiment les applaudir, bravo. Félicitations donc à tous nos intervenants, avec évidemment donc merci à nos amis, merci Carole. Elle est guérie, ça y est, voilà. Venez là, tiens, Carole, venez ici parce je me permets. Vous arrivez à marcher, ça va? Venez juste par ici. Oh, quelle expérience, hein, c'est incroyable. J'aimerais votre ressenti. Ça va, tout va bien? Ça va, merci. Ouais. Alors votre ressenti de l'intérieur? On se dit qu'on va rouler plus doucement. Ah oui, voilà, d'accord. Ah oui, j'imagine que ça va changer pas vos habitudes, mais finalement, non, j'imagine. Mais en tout cas, donc, ça va peut-être vous faire prendre conscience. Oui, c'est ça, c'est impressionnant de se dire là encore, il n'y avait pas le stress de il n'y avait pas le stress de l'accident, il n'y avait rien, et tous les bruits. On se rend compte que
Ouais. Ah oui, ça peut être traumatisant, hein, bien évidemment. Et en tout cas, c'est quand même une situation assez incroyable. Philippe. Donc vous mettrez votre ceinture Ah, je la mets toujours, ça par contre, la ceinture. et vous allez faire vos lacets aussi. Alors. Ah bah oui, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Attention, hein, ça commence par ça. Merci Carole. Une nouvelle fois donc d'avoir joué la victime. J'aimerais, merci, hein, j'aimerais donc qu'on remercie, on peut encore les applaudir, les sapeurs-pompiers de Paris, mesdames, messieurs, également les volontaires du service civique. Et puis on va saluer notre pompier du 28 du CEA de Saclay, donc Christophe Lalou, là aussi qui est présent. Merci à tous les intervenants. J'aimerais remercier, bien sûr, Renaud, Claire Petit-Boulanger, qui nous accompagne donc finalement dans notre sécurité de tous les jours. Merci également aux fabricants donc de ces outils, la maison Galin, donc entre autres Olmatro et Milwaukee, donc pour une nouvelle fois ces outils adaptés à la survie. Et puis j'aimerais vous remercier aussi donc à nos intervenants, colonel Christophe Langlot, merci en tout cas donc d'avoir été présent. Merci à Philippe Lepape donc d'être intervenu. Merci lieutenant, et puis également merci sergent-chef Arnaud Cinquin. Donc je rappelle que vous êtes donc faites partie du centre de formation des cadres des pompiers de Paris. Merci à tous. Dans quelques instants, nouvelle intervention du côté de la place centrale. Nous avons rendez-vous avec une application. C'est une start-up. Ils sont jeunes et vous verrez que l'invention est incroyable. Il s'agit de Antoine Ouvrant, qui pourra intervenir donc sur NF Save. Ce sera dans quelques minutes.